Bonjour, bienvenue à la Maison du développement durable. Et donc, on est heureux de vous accueillir dans ce bel événement qu'on a dans notre programmation de la Maison du développement durable. Et je ne vais pas prendre trop de votre temps. Sinon, donc, vous dire qu'on a d'autres événements. Je ne sais pas si vous êtes abonné à notre infolettre, mais dans notre infolettre, si vous la recevez, vous avez vraiment toute la programmation pour la saison. Puis, on a toutes sortes d'événements très diversifiés. Donc, je vous invite à aller la consulter, mais aussi juste vous dire qu'on a deux commanditaires qui nous permettent d'offrir nos événements gratuitement. Donc, on les remercie. Donc, c'est Hydro-Québec et aussi Desjardins. Donc, voilà, on les remercie. C'est grâce à eux qu'on peut être ici ce soir. Donc, bon événement et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour tout le monde qui est là en présentiel ou en ligne. Donc, aujourd'hui, on est ici pour présenter le travail de presque 2 ans, en fait, de récolte d'informations, mais aussi d'accompagnement à travers l'agriculture urbaine commerciale. Et on est là, c'est ça, pour présenter comment mettre en place une ferme urbaine, puis les étapes à suivre. Donc, c'est pour vous guider dans votre projet. Ça va vraiment être un survol. Si vous voulez plus de détails, il y a aussi, vous pouvez avoir accès à notre guide pratique qui est en ligne. Donc, alors, fonctionne-t-il? Non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnait. Bon, après. Non. Non. Ah, voilà. Parfait. Donc, on se présente. Euh, Pascal Nix, je suis conseillère senior au maillage des fermes urbaines. Ça fait plus de 2 ans et demi que je travaille au laboratoire sur l'agriculture urbaine et que je travaille avec autant des projets d'agriculture urbaine commerciale qu'avec des propriétaires fonciers qui sont prêts à accueillir des fermes urbaines. Moi, je suis Diane Bastien. Je travaille pour la coopérative d'ingénierie Alte Coop. J'ai un doctorat en génie du bâtiment et ma thèse, c'était sur les serres. Donc, c'est un sujet que ça fait une bonne quinzaine d'années que j'explore depuis longtemps. Et Pascal m'a approché il y a environ 2 ans en disant: Ah, j'ai une idée de faire un guide. Ben, au début, elle n'a pas appelé ça un guide. Au début, elle a dit: Ah, j'aimerais ça faire 3 espèces de posters où on parle des choses importantes, faire une serre en toit, sur sol ou à l'intérieur dans un bâtiment. Et ce qui est parti comme étant comme 3 affiches est devenu un guide de 80 pages. Alors, bravo pour ton travail, Pascal. Puis, on va vous présenter un petit peu là, le guide. Pascal va commencer par parler un petit peu plus de l'aspect réglementaire, technique, organisationnel. Puis, à la fin, j'ai parlé un petit peu plus des spécificités techniques. Et on va se garder un bon 15-20 minutes pour vos questions. Donc, si vous avez des projets particuliers, ben, ça va être l'occasion d'essayer d'avoir des réponses. Donc, la première question, qu'est-ce qu'une ferme urbaine? Donc, c'est toujours une question qui nous revient. C'est surtout en agriculture urbaine commerciale et d'économie sociale. Donc, c'est à portée où on a un revenu, en fait. Fait que ça peut être soit, ceux qui sont le plus connus, c'est les fermes LUFA, donc sur les serres sur toit, mais ça peut être aussi en intérieur, que ce soit champignons, insectes, agriculture verticale, sinon sur toit ou aussi en terrain, là. Donc, c'est une exploitation agricole urbaine en périmètre urbain qui peut être terrain, toit et intérieur dans le but de vraiment avoir une production maraîchère à vendre, donc pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, on est quand même chanceux à Montréal. On est une des villes où il y a le plus de fermes urbaines à Montréal, de plein de variétés. D'ailleurs, j'aimerais remercier BC2, un autre de nos collaborateurs, qui a fait cette superbe carte basée sur nos données. Donc, on a autant des micropousses, maraîchage intérieur, maraîchage extérieur, pépinière. Quand on veut dire pépinière, c'est souvent arbres
qui peuvent être vendus, floriculture, champignons, insectes, poissons, production apicole. Donc, ça, c'est vraiment abeilles, mais aussi produits dérivés de l'abeille, le miel, etc. Et juste à Montréal, on en calcule plus d'une soixantaine à peu près en ce moment. Puis dans tout le Québec, plus d'une centaine de fermes urbaines dans toutes les régions. On est quand même chanceux à Montréal parce qu'on a, principalement dans Annecy-Cartierville, on en a énormément. Alors, comment commencer une ferme urbaine? La grosse question, j'ai souvent des appels avec des fermes urbaines ou en tout cas des aspirants agriculteurs urbains qui me posent des questions en me demandant, ben qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée, j'aimerais cultiver de la salade, des micro-pousses, des champignons, je ne sais pas trop où commencer. Si vous avez une idée, la première chose à faire, c'est remplir un BMC, ce qu'on appelle le Business Model Canvas ou le Canva de modèle d'affaires. Ça, c'est vraiment pour visualiser, en fait, votre projet. Après ça, quand vous avez une meilleure idée, vous pouvez aller vraiment de l'avant pour faire un plan d'affaires et un plan financier. Puis, je dois vraiment, vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'accent sur le fait d'avoir un plan financier. C'est nécessaire pour commencer une ferme urbaine parce qu'en ayant un plan d'affaires et financier, vous allez pouvoir aller chercher des subventions. Fait que ça, c'est une des parties d'être une ferme urbaine, c'est qu'on va aller chercher des subventions. Oui, on met de l'argent de notre propre, qu'on a déjà épargné, mais il faut aller quand même chercher des subventions pour démarrer parce que ça demande quand même beaucoup, beaucoup d'équipements qu'on n'a pas nécessairement chez nous. Il faut aller l'acheter ou en tout cas le patenter. Et ça, c'est important d'avoir le plan d'affaires. Puis je souligne, surligne et tout pour vous dire comment c'est très important. Après ça, il y a aussi l'option d'aller chercher son IM bénéficiaire au MAPAC, puis ça vous donne accès à des services de conseillers au sein du MAPAC, comme l'agri-conseil. Je devine que tu l'utilises d'ailleurs. C'est ça, donc ça vous permet d'avoir des rabais sur des services conseils en agriculture. C'est ça. Donc, aller chercher une IM bénéficiaire est toujours un plus pour vous. Puis quand vous êtes allé commencer à chercher du financement, vous pouvez commencer avec la boîte à outils agro-démarrage. Il y a vraiment toutes les étapes. Il y a aussi des idées de financement, de qui rentrer en contact. Donc ça, c'est vraiment super comme une boîte. Là, ça a été une collaboration entre le Laboratoire sur l'agriculture urbaine puis le MAPAC. Et après ça, quand vous êtes prêt à une autre étape, c'est vraiment le registraire des entreprises. Vous enregistrez au niveau du registraire des entreprises du Québec. Puis aussi, avant même de pouvoir commencer une production, il faut aussi que vous fassiez de la recherche et développement. Fait que si vous décidez de faire des champignons, bien, il faut tester vos techniques. Fait qu'il faut soit rentrer dans un incubateur, soit le faire chez vous, genre dans un espace en sous-sol ou dans un placard ou quelque chose où vous êtes capable de tester en fait votre production. Il y a des gens qui sont chanceux, qui connaissent des gens pour faire de la sous-location puis qui peuvent tester dans ces endroits-là, mais c'est super important de faire du recherche et développement pour s'assurer que votre produit est de qualité et que vous allez être capable de le vendre. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Mais en tout cas, tu pourras en parler plus longuement un peu plus tard. Et de se dire aussi de regarder si c'est réaliste ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire des micro-pousses? Est-ce que vous avez pensé déjà aux compétiteurs? Est-ce qu'il y a déjà des fermes de micro-pousses au Québec ou à Montréal plus précisément? Est-ce que le marché est saturé ou pas? Fait que ça, c'est quelque chose à regarder qui est important, que oui, on en veut plus, mais est-ce que vous êtes au bon endroit? Et si vous êtes au bon endroit, est-ce que vous allez faire compétition à d'autres qui existent déjà ou qui vont vous empêcher, vous, de grandir? Fait que il faut toujours faire, c'est pour ça que je mets vraiment l'accent sur le plan d'affaires, parce que c'est ça, c'est en faisant votre plan d'affaires, vous allez faire une analyse concurrentielle, ce qui va vous permettre vraiment de voir qui sont vos compétiteurs. Est-ce que vous êtes dans le bon marché pour avancer? Puis il y a aussi l'idée de remplir un cahier de charges des recherchés pour le type de production de votre entreprise. Qu'est-ce que ça implique, ça, un cahier de charges? C'est que vous définissez, en fait, vos besoins. Donc, vous vous dites, OK, j'aimerais ça être à Montréal. Vous définissez vos arrondissements ou vos villes liées auxquelles vous voulez, où vous voudriez vous installer. La surface que vous avez besoin pour votre production. Fait que si vous faites des poissons,
Si vous faites des poissons, ben, vous avez besoin de X temps de surface, de pieds carrés pour être rentable à 5 ans, par exemple. Fait que là, vous marquez ça et vous avez un budget. Fait que combien êtes-vous capable de payer par année pour ça, ou en tout cas par mois? Puis la nature de l'activité. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin? Réception SSR de rangement, station de lavage. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour votre production? Parce que oui, il y a la production, mais il y a aussi tout ce qui vient à côté, comme l'emballage de vos denrées. Puis après ça, vous allez devoir les entreposer jusqu'à temps qu'ils soient livrés. Donc, il faut penser aussi à un frigidaire, c'est ça, etc. Et vos requis techniques, qu'est-ce que vous avez besoin? L'eau chaude, l'eau froide, l'électricité. C'est toutes des bases, là, surtout si vous êtes en intérieur, même en extérieur, sur toit. Vous avez besoin d'électricité, d'eau, puis ça, il faut avoir accès, puis il faut que ça soit à moins 20 mètres. On en parlera plus après. Puis c'est ça, puis requis d'accessibilité. Fait que si vous êtes sur un toit, ben il faut que ça soit accessible de façon sécuritaire. Donc, tu sais, il ne faut pas que ça soit genre par une échelle qu'on a mis sur le côté de l'édifice en se disant, bon, ben je vais monter sur cette échelle qui est tellement pas ancrée, puis avec mes sacs de compost. Ça, c'est un non-non. C'est un peu dangereux. Et il faut juste s'assurer, en fait, que vous avez un accès sécuritaire au toit. Si vous décidez de mettre des bacs sur toit, le mieux, ça serait un monte-charge, un ascenseur. Si vous avez un escalier, c'est correct, mais il faut juste s'assurer que ça ne soit pas trop haut parce que sinon, vous allez passer beaucoup de temps à faire des allers-retours avec des sacs de compost et de terreau. Donc ça, c'est toujours une bonne façon de fonctionner puis d'aller de l'avant. Donc, à la prochaine étape, après que vous ayez votre plan d'affaires, que vous allez chercher votre financement, c'est ça, c'est vous allez aller chercher un espace de production. Tu sais, vous avez fait votre recherche et développement, vous savez que votre produit fonctionne, et là, vous vous dites, OK, il faut que j'aille de l'avant, puis il faut que comme après avoir fait votre cahier de charge, vous savez, bon, j'ai besoin d'un espace intérieur. OK. Il faut que ça réponde à mes besoins, donc le cahier de charges que vous avez fait précédemment. Puis là, vous allez commencer à investiguer pour voir qu'est-ce qui est disponible sur le marché. Puis vous allez être comme OK, j'ai contacté plein de propriétaires, j'en ai juste quelques-uns qui m'ont répondu. Puis là, vous allez faire vos premières rencontres avec ces propriétaires-là pour voir si ça peut matcher un avec l'autre. Fait que là, j'ai juste fait une liste rapide là, de souvent des points à parler avec ces propriétaires-là pour s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Fait que, donc, vous allez présenter votre organisation, en fait, votre vision, puis aussi, eux, de savoir un peu plus sur eux aussi, de savoir, est-ce que eux, pour eux, que ça soit genre du textile ou une ferme urbaine, est-ce que pour eux, ça change quelque chose? Est-ce qu'ils ont un intérêt de vous avoir? Je sais que certains propriétaires avec qui je travaille ont un intérêt d'avoir des fermes urbaines dans leurs espaces, tandis que d'autres, pas du tout intéressés. Vous êtes juste genre une autre opportunité. Puis c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mieux. En fait, souvent, c'est plus facile de jaser avec des propriétaires qui sont ouverts à l'idée d'avoir des fermes urbaines. Puis ça vous permet aussi d'avoir plus d'opportunités avec ce genre de propriétaires-là. Fait qu'il faut juste s'assurer de regarder comme certains détails, dont les permis. Souvent, les propriétaires vont devoir vous aider dans la demande de permis parce qu'ils vont devoir signer ou en tout cas, ils vont devoir remplir des documents pour vous aider. Donc, ça aussi, c'est important que vous vous entendez bien avec votre propriétaire parce que si c'est plus difficile, bien là, ça emmène des problématiques comme des problématiques qui font qu'ils ne réparent pas aussi rapidement que vous auriez besoin votre conduite d'eau ou l'électricité, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'en parler, puis du type d'entente que vous pourriez avoir avec ces propriétaires-là. Donc, que ça soit pour le nombre d'années. Donc, est-ce que vous voulez que ça soit pour 5 ans?
Est-ce que vous voulez que ça soit pour 10 ans? Est-ce que vous voulez que ça soit pour 1 an, juste pour tester? Est-ce que vous voulez que ça soit pour 2, 3, 4? Il y a vraiment plein d'options. C'est à vous de voir aussi avec votre cahier de charge combien vous êtes capable, puis qu'est-ce que vous aimeriez. Il y en a qui décident d'aller pour 1 an, puis tester, puis après 1 an, ils se disent, OK, je pense qu'on est bon, on peut continuer, puis ils renouvellent pour 5 ans. Tandis que d'autres vont aller directement avec 5 ans, même 10 ans, en se disant, ben au moins à long terme, on a un meilleur deal, puis ça va comme pas augmenter aussi rapidement que si on devait changer à chaque année, renouveler à chaque année. Donc, c'est vraiment des techniques, tout le monde est différent, tout le monde veut quelque chose. Alors, c'est à jaser, en fait, avec, avec le propriétaire. Et après ça, c'est de voir aussi la faisabilité au niveau de l'arrondissement. Fait que ça, c'est la partie qui est des fois très longue. C'est la demande des permis. Puis souvent, tu sais, quand vous avez finalement rencontré le propriétaire, ça se passe bien. Des fois, le propriétaire a déjà fait les démarches en disant oui, OK, je le sais, le zonage le permet, c'est bon, je sais qu'il y a le permis. Il va déjà le savoir, tandis que d'autres, ils vont pas, ça ne va pas tant les intéresser, puis ils vont dire OK, ben c'est à toi de trouver qu'est-ce que tu as besoin, puis c'est ça. Fait que votre première étape, c'est vraiment d'aller au comptoir des permis, puis de faire des demandes, genre au niveau de l'usage du bâtiment ou du terrain. Est-ce que c'est permis? Si ce n'est pas permis, est-ce qu'il y a moyen de changer les choses? Est-ce qu'il y a moyen d'aller de l'avant? Aussi, au niveau de l'architecture, est-ce que le bâtiment peut euh, est conforme, en fait, peut accepter ce genre de production-là. Puis aussi au niveau du statut patrimonial, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu à Montréal. Et ce n'est pas tous les bâtiments qui permettent, en fait, d'avoir de l'agriculture urbaine, surtout si c'est un bâtiment patrimonial, pour des raisons de oh, s'il y a un dégât d'eau, qu'est-ce qui se passe? euh, à la fin, oui. Puis c'est ça, puis c'est ça, il faut regarder aussi les normes du bâtiment, là, des codes de bâtiment. Mais ça, c'est seulement si vous êtes sur toit ou en intérieur. Ça, c'est la partie plus compliquée. Puis je ne le détaillerai pas du tout aujourd'hui parce que ben, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en gros, il y a plein d'aspects à prendre en considération au niveau de l'entente d'occupation ou le bail commercial. C'est l'entente d'occupation, là, c'est hyper important. Ce que je voudrais juste soutenir énormément là-dessus, c'est que c'est bon d'aller chercher des services professionnels, juridiques qui vont être capables de reviser votre bail et qui vont s'assurer que c'est ça, que tout est en ordre puis que vous avez vraiment tout pour vous, en gros. Il faut aussi s'assurer que sur le bail, vous avez le droit de faire votre exploitation agricole urbaine. Ça, c'est un aspect qui est quand même très important à voir pour s'assurer, puis d'avoir aussi des assurances. La plupart des propriétaires vont demander des assurances d'au moins 2 millions de dollars, ce qui est comme très, en responsabilité civile, c'est très normal. Certains vont demander jusqu'à 5 millions, mais c'est plus rare. Donc, je vais juste passer plus là-dessus. Si vous avez des questions plus tard, vous pourrez demander. Et la réglementation d'urbanisme local, permis, zonage, ça, c'est ça. Il faut vraiment vérifier au comptoir des permis de l'arrondissement concerné. C'est ça, il faut quelques exemples là, que souvent on a en fait à demander. C'est si vous êtes en intérieur, il faut faire une demande de permis de rénovation parce que souvent des améliorations locatives à faire à l'intérieur de du bâtiment. Si vous êtes, sinon, si vous êtes juste en extérieur, sur terrain, ça va une demande d'approbation d'un usage conditionnel ou permis d'abattage d'arbres s'il y en a. Puis aussi des demandes de PPC-moi, là, ça c'est plus compliqué. Puis ça vaut la peine de demander de l'aide de services d'urbanisme, de juridique pour vous aider là-dedans parce que c'est des dossiers beaucoup plus complexes puis qui demandent beaucoup d'informations. Mais après ça, vous allez avoir le permis pour pouvoir cultiver dans votre building. Je laisse la parole à Diane. Donc, après que vous ayez fait une revue des besoins de votre projet et des normes à prendre en considération,
Un petit mot, Pascal n'a pas parlé, mais Pascal travaillait pour le programme Montréal Culteur qui offrait ce service-là de maillage, de mettre en contact les entreprises avec les propriétaires de bâtiments. Le programme est actuellement terminé, mais il devrait se reproduire. On espère qu'il va se renouveler à l'été. Donc, j'espère que ça va que je mentionne cette possibilité. On se croise les doigts. Donc, je pense que ça peut être vraiment utile parce que sinon, je me mets dans la peau de OK, je dois me trouver un propriétaire, qu'est-ce que je fais? Comment on cogne à une porte d'un gros bâtiment? Je peux imaginer que c'est un exercice assez difficile, en fait. Donc, on espère que ce programme-là se remette sur pied. Oui, j'ai beaucoup de fermes urbaines qui trouvent ça difficile de juste chercher en ligne, de trouver des espaces qui, au final, tu sais, à travers moi, je leur facilite la vie en connaissant déjà des propriétaires qui sont très enthousiastes à l'idée d'avoir des projets. Fait que ça, c'était un aspect qui était très, tu sais, comme positif de Montréal Culteur parce que ça leur permettait de comme sauter la zone, comme un peu une étape de dire, OK, est-ce que j'y vais puis la personne veut juste me parler d'argent, that's it, ou est-ce que la personne a vraiment un intérêt? Tu sais? Puis, je peux imaginer que ça vient vraiment baisser le niveau de risque du projet si on sait vraiment que le propriétaire, il a un intérêt vraiment à l'agriculture urbaine à cœur, puis il fait plus que ce qu'un propriétaire normal ferait. Je pense que ça vient vraiment comme amener de l'oxygène dans un projet. Donc, si on regarde un peu plus au niveau technique, qu'est-ce qui est important à prendre en compte? Si on va commencer par parler d'une situation d'une construction sur toit. Donc, en premier, ça serait intéressant c'est nécessaire de vous demander quelle superficie vous avez besoin, quel genre d'espace vous désirez exploiter, combien d'employés vous voyez qui va travailler. Est-ce que c'est juste vous, est-ce que c'est d'autres? Et puis, Pascal, avec son expérience, ils ont estimé que ça prend une superficie d'environ 3000 mètres carrés pour être capable de dégager une production suffisante pour avoir vraiment des revenus suffisants. Donc, cette superficie minimum-là, elle est basée vraiment sur un aspect financier, considérant tout le travail à mettre en place lorsqu'on cultive sur toit. C'est la superficie minimale si on veut espérer avoir une rentabilité financière. On doit limiter la hauteur du bâtiment, principalement à cause des vents. Quand c'est trop élevé, plus que 46 mètres, c'est rendu plus possible par la réglementation. Et déjà, plus le bâtiment est élevé, plus les vents sont vraiment problématiques. On va y revenir un petit peu après. On veut un toit plat, évidemment. Bon, quand on dit plat, on veut une pente faible entre 2 et 5 L'aspect de sécurité aussi est vraiment important. Sur un toit, on va vouloir qu'il y ait un parapet, un garde-fou tout autour du toit comme barrière pour s'assurer qu'on ne tombe pas. Sinon, ça va être nécessaire d'installer une ligne de vie, c'est-à-dire une ligne, puis après, les travailleurs vont devoir travailler avec un harnais, puis vont être attachés à la ligne de vie. Et ça peut être assez désagréable et embêtant pour les travailleurs. C'est pas très apprécié. Il faut porter le harnais, ça vient encombrer les mouvements. Donc, bien penser à l'aspect sécurité au bord du toit. La capacité portante, c'est une question vraiment primordiale pour la culture sur toit qui va vraiment venir orienter le choix du bâtiment. Même si on fait juste de la culture en bac, il y a quand même un surplus. Et puis, il faut penser, selon la capacité portante du bâtiment, peut-être qu'il serait requis que les bacs et les substrats soient enlevés à la fin de l'été parce qu'après, il y a les charges de neige l'hiver qui vont arriver. Donc, il va falloir clarifier si c'est nécessaire. Puis, si c'est nécessaire, faut penser est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour faire ça ou est-ce que tout ça va être entreposé? Si on veut aller vers une serre, on parle d'une superficie on parle d'une capacité portante, là, un minimum de 250 livres par pied carré qui est nécessaire pour le bâtiment. Donc, ça ne sera pas un bâtiment avec une structure en bois qui va être capable de prendre ça. Généralement, c'est un bâtiment avec une structure en béton ou en acier. Donc, ça va être le point, peut-être le premier point à regarder là, par rapport à une culture sur toit. Ça va être la capacité portante du bâtiment, parce que s'il faut renforcer le bâtiment structurellement, là, on parle de coûts quand même vraiment conséquents qui pourraient venir empêcher la création du projet. La présence d'un ascenseur, ça serait vraiment important, peut-être même primordial, parce qu'il faut penser à tous les légumes que vous allez produire, surtout sur une grande superficie, 3000 mètres carrés. Ces légumes-là, il va falloir les descendre. Il faut penser à un plant de tomates. Oui, on produit des tomates, mais à la fin de la saison, on a le plant de tomates à composter. Il faut penser comment vous allez gérer le compostage. Est-ce que vous allez avoir la permission de le composter
sur place, sur votre toit, où est-ce qu'il va falloir tout descendre. Et si vous descendez vos déchets, après, ça veut dire qu'il va falloir que vous montez votre fertilisant. Donc, c'est quand même, c'est beaucoup, beaucoup de matériaux avec un poids quand même conséquent. Donc, un montage, un ascenseur, on pourrait dire que c'est pas mal un requis pour la culture sur toit, à moins d'avoir des employés très en forme. Ensuite, s'assurer que vous avez un accès au bâtiment, à tous les jours, 24 heures, pour être sûr que s'il y a un pépin, vous pouvez, à tout moment, vous présenter sur les lieux puis et suivre, ce qui se passe. S'assurer d'avoir une entrée d'eau. Vérifier la présence d'un drain de toit. Bon, si c'est un toit plat, il y en a déjà, mais vraiment regarder où ils sont positionnés, se questionner sur l'âge de la membrane de toit. Est-ce qu'elle a été refaite récemment? Est-ce qu'elle va être à refaire euh, prochainement? Ça va aider à planifier les éventuelles rénovations qui vont devoir être faites. Puis si on doit rénover le toit, ben, ça veut dire qu'il va falloir enlever tous les équipements qui ont été installés, que ce soit sur bac ou sur serre. Donc, vraiment prendre en compte là, la durée de vie, ben, ouais, où le toit en est dans sa durée de vie. Également, pour l'ensoleillement, on va vouloir un minimum de 8 à 10 heures d'ensoleillement par jour, ce qui peut être un défi en ville. Quand on a plein de bâtiments, c'est sûr que selon les cultures, il y en a qui ont besoin de plus ou moins de soleil, mais si on veut quand même y aller avec des cultures intéressantes, on a des besoins assez importants en ensoleillement. Ensuite, si on veut cultiver au sol, à ce moment-là, on peut se permettre de commencer avec une superficie plus petite. À partir là, de 200 mètres carrés, généralement, on est capable d'avoir une entreprise viable. Là, le défi principal, si on cultive au sol, est vraiment la qualité du sol. On va y revenir un peu plus tard, mais ça va être nécessaire de faire un test pour évaluer la qualité, pour voir si on peut planter directement dans la terre ou pas. On va vouloir un sol qui est bien drainé. Encore là, c'est un site qu'on veut s'assurer qu'on peut y avoir accès 24 heures sur 24. L'accès à l'eau, ça va être important. Peut-être que c'est un petit peu plus problématique sur sol. Normalement, sur toit ou à l'intérieur, il y en a toujours, mais des fois sur sol, bon, on va prendre l'eau de où? Il va falloir clarifier ça. Faire attention aux servitudes, surtout les services d'Hydro-Québec, c'est des lignes en dessous. Les poteaux, faut bien avoir une idée des servitudes sur notre site. Et encore là, même chose, on veut un ensoleillement minimum de 8 à 10 heures. Après, si on cultive à l'intérieur, la superficie peut se réduire déjà à partir de 50 mètres carrés, surtout si on va pour des productions comme micro-pousses ou champignons. Sur des petites superficies, on peut quand même avoir des bonnes productions. On veut quand même une hauteur de toit assez généreuse. Idéalement, des matériaux de béton qui nous entourent, ça vient faciliter l'entretien. Faire attention pour le bois, parce qu'il est plus sensible à l'humidité. Encore là, on veut un accès en continu au bâtiment. Encore là, la présence d'un ascenseur, ça va être un bâtiment commercial, vous serez probablement pas au rez-de-chaussée, donc pensez à déplacer toutes vos cultures, pensez à la présence d'un frigo, d'une chambre froide ou la nécessité d'en installer dans votre espace. S'assurer d'avoir un drain de plancher, ça c'est vraiment important. Ça se peut très bien qu'il n'y en ait pas et vraiment vérifier que vous pouvez en installer. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est qu'il y ait un dégât d'eau qui va venir embêter les locataires en dessous de vous. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Toujours être prêt à, à cette éventualité. Regardez la capacité du panneau électrique, voir si la capacité est suffisante pour vos besoins. L'accès à l'eau, s'assurer qu'elle est là où vous en aurez besoin ou vérifier la possibilité et les coûts nécessaires pour obtenir ce que vous avez besoin. Puis également, pour un bâtiment, ben, la plupart des bâtiments, ils sont déjà chauffés. Vous avez déjà l'électricité, vous avez déjà des lumières, mais pour votre culture, vous allez probablement avoir besoin de conditions différentes. Donc, sûrement que vous aurez besoin de rajouter vos propres systèmes de chauffage, d'éclairage, voire même de climatisation selon vos besoins. Donc, regardez comment ces systèmes-là peuvent interagir avec le système principal du bâtiment, puis parler avec le propriétaire des possibilités, essayer d'évaluer un petit peu le coût des frais, estimé non seulement à l'achat des équipements, mais aussi au coût d'opération pour les faire rouler.
Donc, on va revenir un peu plus en particulier sur certaines conditions nécessaires qui s'appliquent aux 3 types d'environnement, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit sur sol ou sur un toit. On a besoin de considérer l'ensoleillement. Donc, dans tous les cas, on dit un minimum de 8 heures si possible. Ici, là, je vous ai listé 2 outils dans la présentation pour vous aider à faire une analyse d'ensoleillement vous-même, si vous avez l'intérêt et les capacités. Je vous ai mis un site pour le site web qui s'appelle ShadeMap. C'est un site gratuit, quand même facile d'utilisation, où vous pouvez aller assez rapidement avoir une idée de visualiser l'ensoleillement d'un site. Ça serait pour une culture sur sol. Ensuite, s'il y en a parmi vous qui utilisent SketchUp, parfois pour faire des dessins 3D, SketchUp a plusieurs extensions, dont une extension gratuite qui s'appelle Scallion. À la base, c'est une extension qui est développée pour faire des calculs pour calculer la production photovoltaïque d'énergie solaire. Et pour ce faire, on doit calculer la quantité d'irradiation solaire sur un site. Donc, si vous aimez utiliser SketchUp, c'est une autre possibilité. Après, il faut considérer le facteur éolien, surtout pour la culture sur toit. Euh, Échanger un petit peu avec le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Ils ont fait plusieurs rapports parce qu'il y a certaines cultures qui aiment vraiment pas ça, les grands vents, puis qui pourront juste pas sur un toit. Puis même au sol, faites attention, des fois, il y a des corridors de vent, surtout au centre-ville, des fois, il y a des bâtiments assez élevés. Il y a vraiment, assurez-vous de visiter le site fréquemment avant de vous engager. Allez le visiter quand il fait beau, quand il fait pas beau, en pleine tempête. Comme ça va vous donner une idée un petit peu des variables météorologiques et des défis auxquels vous allez avoir à faire face. Par rapport à la qualité du sol, pour les projets en sol, c'est vraiment un élément déterminant. Vous allez devoir faire un test de sol. Auparavant, vous pouvez aussi aller vérifier le répertoire des terrains contaminés. On vous a mis le site dans la présentation, puis vous pouvez le retrouver dans le guide aussi. Donc, déjà, dans ce site-là, ben, vous pouvez voir certains endroits contaminés connus. Donc, si vous êtes à cet endroit-là, vous savez déjà que ça part mal. Si ensuite, normalement, avec un peu de chance, votre site n'est pas d'avance, on ne sait pas qu'il est contaminé. Donc là, vous allez procéder à faire le test de sol. Idéalement, on veut un sol de catégorie A. On a des catégories là, A, B, C, qui sont classifiées. Donc, idéalement, on veut un site A qui est propice à la consommation humaine. Mais à Montréal, c'est quand même très difficile à obtenir. La plupart des sols vont être de catégorie B, ce qui est acceptable pour un jardin de nature non commerciale, avoir notre jardin nous-mêmes dans notre cour. Mais pour une production commerciale, c'est problématique. Donc, à ce moment-là, il va falloir y aller avec de la culture en bac ou sinon, c'est possible de mettre un géotextile et de faire venir de la terre propre par-dessus et de cultiver par-dessus ça. Donc, il y a différentes possibilités, mais il va falloir faire un effort de recherche et peut-être être un peu ingénieux pour venir contrebalancer la qualité du sol qui serait pas aussi propre que désirable. Concernant la construction sur toit, culture en serre, mais même culture en bac, vraiment la capacité portante du sol, du sol, pardon, la capacité portante du bâtiment, oui, excusez, il y a une erreur dans le titre, là, la capacité portante du bâtiment, point, pour la culture en toit. Euh, Ça va être vraiment le premier point à demander, à aller vérifier. Donc, demander au propriétaire s'il y a les plans du bâtiment. Ensuite, vous pourrez fournir ces plans-là à un ingénieur. Et là, l'ingénieur va voir, OK, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il va avoir besoin de faire une visite sur place pour venir vraiment évaluer si c'est possible ou pas? Donc, nous, AlteCoop, on fait des projets d'agriculture urbaine. Donc, si, on peut vous aider dans ces travaux-là. Il y a plusieurs programmes de subvention, entre autres, une fois que vous avez votre NIM bénéficiaire, vous pouvez avoir les services d'agri-conseil. Avec ça, vous pouvez avoir des subventions qui peuvent vous aider à faire votre plan d'affaires ou votre pratique culturelle et entre autres des services techniques. Donc, nous, AlteCoop, on est des conseillers qui font partie des conseillers d'agri-conseil. Et là, le programme a changé récemment. Il couvre, si vous faites partie de la relève ou vous avez une culture bio, il couvre jusqu'à 65 des frais. Donc, c'est quand même vraiment une aide significative. Ensuite, pour les systèmes de chauffage, de ventilation,
Euh, éventuellement de conditionnement de l'air ou de climatisation, peut-être ça va être nécessaire selon votre culture. Éclairage, bon, chaque culture a ses besoins spécifiques, mais si on détermine quelques catégories de culture générale, si on parle de culture maraîchère à l'intérieur, la plupart des plantes vont être relativement contentes avec des températures entre 18 et 24 degrés. Pour les verdures, le kale, les épinards, les poireaux, tout ça, des cultures un peu plus fraîches sont préférables. Après, si on va plus vers la culture de poivrons, aubergines, tomates, bon, 25, 30 degrés qui pourraient tolérer. Donc, selon les cultures, cette température-là va être appelée à varier. L'humidité, généralement, va être entre 50 et 80. Pas trop sec parce que ça vient causer un stress à la plante et pas trop humide parce que là, c'est un problème éventuellement pour l'apparition de moisissures sur vos plants, la fonte des semis et pour si ça devient problématique pour le bâtiment. Quand on est trop élevé, là, il va y avoir de la condensation sur les murs, sur les fenêtres. Et là, éventuellement, ça va probablement mener à de la dégradation des matériaux, des problèmes de moisissure. Donc, très important de contrôler l'humidité. Le taux de CO2, on va vouloir le renouveler. Un minimum de 400 ppm, qui est la concentration qu'on a à l'extérieur. Vous pourrez considérer l'enrichissement de CO2. Est-ce que c'est une méthode que vous voulez avec des bonbonnes ou autres? Il y a plein de belles possibilités. Par rapport à l'éclairage, certaines cultures comme la tomate demandent vraiment beaucoup d'ensoleillement, alors que d'autres, des feuillus, peuvent être beaucoup moins énergivores. Donc, bien prendre en compte la culture de tomates. Si vous voulez produire des tomates à l'intérieur, pas dans une serre, vraiment avoir juste avec de l'éclairage artificiel, ça va quand même demander beaucoup d'énergie. Puis même peut-être, il est fort probable que vous deviez climatiser en plus parce que l'éclairage va faire tellement de chaleur. Donc, vraiment bien considérer les coûts d'énergie. Peut-être y aller avec des cultures un peu plus appropriées avec les saisons. Ça peut vous permettre de faire des économies d'énergie ou combiner différentes cultures ensemble. Les champignons, ça produit du CO2. Les plantes, il y en a besoin. Alors, il y a un beau potentiel de synergie ici qui peut se faire. Un de mes collègues de Halte Coop, Marc-Antoine Meyer, fait actuellement sa thèse de maîtrise sur ce sujet. Donc, d'ici 6 à 12 mois, sa thèse devrait être disponible si vous voulez. Vous pourrez la lire et vous en inspirer peut-être. Pour les champignonnières, c'est un environnement beaucoup plus humide. On a besoin de beaucoup de ventilation. Pour la production de champignons, ça se passe vraiment en 2 phases. On a la phase d'incubation, où là, au début, on inocule le substrat de champignons avec nos spores. Et là, la phase d'incubation où les spores vont venir coloniser le substrat. Là, on peut se permettre une humidité quand même assez variable. Là, tant que ce soit entre 50 et 90 ça va. Mais lors de la phase de fructification, on va vraiment avoir besoin de garder un environnement très humide, entre 80 et 95. C'est très, très humide. Puis là, on va avoir beaucoup de production de CO2 pendant la phase de fructification. Donc, on va avoir beaucoup ici, le CAH, c'est changement d'air à l'heure. Donc, en phase de fructification, il va falloir changer l'air de la pièce entre 2 et 6 fois par heure. Donc, c'est des grands besoins de ventilation. Si c'est l'hiver, il va falloir chauffer toute l'air qui rentre. Donc, il y a quand même des coûts énergétiques assez conséquents. Et pour avoir une humidité comme ça de 80-95 c'est sûr que vous allez avoir besoin de matériel qui vont venir, d'humidificateurs qui vont venir vous permettre de générer ces humidités-là. Pour la culture hydroponique, vous pouvez vous permettre d'avoir peut-être une température de l'air un petit peu plus basse l'hiver et fournir de l'eau entre 20 et 25 degrés Celsius. Euh, donc, vraiment, c'est encore là, selon les cultures, avoir le besoin d'ensoleillement, d'éclairage vous allez devoir fournir les besoins nécessaires pour avoir des bons rendements. Donc, j'ai voulu vous donner un peu de ligne directrice selon les différentes cultures, des besoins, des conditions à fournir pour avoir des belles productions. Alors, si vous avez des questions, je ne sais pas quel temps il nous reste. Ah, ben c'est merveilleux, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, on a un bon 20 minutes pour vos questions. Vraiment, si vous avez des projets d'entreprise très particuliers, allez-y, on a un beau moment d'échange. Oui, oui, bonne idée. Oui, je peux peut-être te passer. Ben oui. Ben, je sais que madame, vous aviez déjà une question tantôt. Peut-être qu'on peut commencer comme ça. Bon, ben allez, vous êtes la grande. Bonjour.
Je m'appelle Malika, je suis étudiante en agriculture urbaine, donc ça va peut-être être une question un peu nichée. La première, c'est le PPIA. Est-ce que ça concerne aussi la culture intérieure? C'est sur l'analyse réglementaire. Vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était permis, notamment, enfin réglementation liée au patrimoine. Je sais que le PPIA, ça peut, comment dire, ça concerne des zones dans Montréal. Oui, en général, pour tout ce qui est production agricole urbaine, on va essayer d'éviter ces zones-là Mm. parce que c'est beaucoup plus compliqué. OK. Donc, la plupart des fermes urbaines s'installent soit en milieu industriel, commercial. Bah là, en l'occurrence, une des PPIA qui m'intéresse, c'est typiquement une zone industrielle 2, OK. donc industrie légère. C'est ça qui m'a je trouvais ça particulier, mais bon. Oui, ben Et quoi, a priori, est-ce que même tu aurais la zone où on peut s'en parler après? et C'est c'est pas je pourrais pas te dire exactement c'est quoi l'acronyme, mais c'est quelque chose. des zones d'intérêt architecturaux, c'est Mhm. plan de quelque chose, implantation relative aux zones d'intérêt Ouais. architectural. Mais quelque ça chose amène comme ça. un niveau de difficulté d'aller chercher des permis pour s'installer dans ce zone-là. Ouais. OK. Puis ma deuxième question, c'est lié au taux d'implantation des bâtiments. Donc, pour prendre un exemple concret, admettons, j'ai une zone sur laquelle, disons, plusieurs lots qui appartiennent à un même propriétaire. Ce propriétaire a des bâtiments, parking, et il a une zone qui est en RB, qui a priori pourrait être une bonne candidate pour aller installer une production maraîchère. Toutefois, cette zone en RB semble être son taux de verdissement minimal sur la totalité de son lot. Est-ce que dans ce cas-là, une production en agriculture urbaine pourrait garder, en fait, pourrait toujours correspondre au taux de verdissement, ou alors est-ce que ça vient enlever le... Je vais te dire que ça dépend vraiment de l'arrondissement. OK. Ça dépend d'un arrondissement. Il y a certains arrondissements qui vont considérer que oui, ça fait partie du 20 de verdissement, Mhm. d'autres que peut-être que non. Mais j'en connais pas beaucoup d'arrondissements qui permettraient. Là. J'en ai juste un en tête qui dirait oui tout de suite. Les OK. autres, après ça doit être du cas par cas. Donc, par exemple, Aounsic ou Verdun, parce qu'ils ont un plan de communauté nourricière, par exemple, seraient plus enclins à accepter ce genre de choses. J'aurais l'impression que oui, mais il faudrait confirmer avec eux. OK. Hochelaga. Je pourrais pas te le dire, celle-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Non? Pour les terrains contaminés, pour l'agriculture urbaine, pour les- du maraîchage en smart pot, est-ce que ça serait une alternative? Est-ce qu'il y aurait une possibilité de contamination avec l'accumulation d'eau sur le sol, en surface ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est... Bien, tu me permets? Bien, souvent, oui, c'est possible de faire en terrain là, contaminé. Il y a des cas à Montréal qu'on le fait déjà. Souvent, c'est qu'on va mettre vraiment un plastique en dessous qui va vraiment empêcher les racines d'aller dans le sol directement. Donc, on va avoir une membrane qui va vraiment couper. Puis, tu peux mettre par-dessus tes smart pots. Puis, ça devrait être correct. Ouais. OK. Fait que Mais la membrane, c'est quand même important en dessous. ouais, il ne faut vraiment pas que ça touche la terre directement. OK. Super, merci. On a encore un peu de temps. Si vous avez peut-être une autre question, deux. Peut-être en ligne? Non. On me dit non, pas en ligne. Mais sinon, il y a beaucoup d'informations dans notre guide. Là, fait que si vous avez, vous pensez pas à une question présentement, mais que vous avez une question plus tard, vous pouvez directement accéder au guide qu'on a mis ici en ligne sur notre PowerPoint. Donc, vous pouvez directement aller comme voir, visionner le guide, puis il y a vraiment toutes les informations en détail, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui.
On n'a pas pris ça de nulle part, c'est vraiment dans le guide et il y a beaucoup plus d'informations. C'est détaillé. Tous les tableaux qu'on a montrés sont aussi dans le guide. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de détails. Fait que si vous pensez à quelque chose après la conférence, il n'y a pas de problème. Toutes les informations sont déjà disponibles en ligne. Et la présentation va être disponible aussi sur les médias sociaux, sur le compte YouTube de la Maison du développement durable. Donc, vous pourrez, si jamais il y a certaines notes de la présentation que vous vouliez revoir, ben, ça va être possible. On a parlé d'emplacement et de la difficulté de trouver un emplacement et de toutes les démarches qu'il y a à faire derrière. Il y a aussi aujourd'hui des zones qui sont dédiées à ça. On peut parler de la centrale agricole. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dont vous entendez parler qui vont être propices? Est-ce qu'il y a des projets d'autres arrondissements que ceux qui l'ont actuellement de développer un plan d'agriculture, de communauté nourricière? Est-ce qu'aujourd'hui, vous prévoyez, est-ce que vous voyez, vous entendez parler d'opportunités de changements positifs, justement, propices justement au développement de l'agriculture urbaine à Montréal? Parce que on sent qu'il y a comme un petit déclin, on va dire, de l'intérêt. Donc, je veux dire par les politiques. Mais Oui, peut-être une idée là. Et donc, des subventions, évidemment. oui, au niveau, tu sais, comme des espaces de trouver un emplacement, oui, il y a la centrale agricole, mais ça, c'est il y en a juste une centrale agricole. Il y a de l'intérêt d'en avoir d'autres un peu partout, tu sais, comme même à Québec, j'ai entendu parler un intérêt. Donc, oui, il y a un intérêt, mais après ça, il faut aussi que ça vienne des arrondissements. Et le premier pas, c'est les changements de zonage puis d'usage, de catégorie d'usage pour permettre l'agriculture urbaine. Je sais, par exemple, que Saint-Laurent a fait ce changement-là, surtout dans les zones industrielles. Fait que si on s'installait dans Saint-Laurent, ben on pourrait facilement avoir accès à un permis sans nécessairement passer, par exemple, par un PPC-moi qui est ultra compliqué pour des bâtiments. Mais là, vu que le Saint-Laurent le permet, l'arrondissement le permet, ben, ça facilite les choses. Puis je sais qu'il y a plusieurs autres arrondissements qui ont déjà ces catégories d'usage-là pour l'agriculture urbaine. Je sais que le Sud-Ouest, là, Annecy, là, ils veulent même agrandir la zone de la centrale agricole, mais ça prend du temps. Donc, on espère que dans les prochaines années, il va en avoir plus. Vous êtes au courant de projets qui font le maillage de sécurité alimentaire et de l'agriculture urbaine? Est-ce que vous êtes au courant de projets qui touchent ça? Entre la sécurité alimentaire comme en agroalimentaire ou Écoute, moi, sécurité alimentaire, disons, je suis avec les aînés, je travaille avec les aînés, on va parler de sécurité alimentaire. Je suis venu ici un petit peu à la pêche. C'est pas nécessairement de partir une ferme urbaine, mais savoir s'il y a des projets qui font le maillage entre les d'assurer la sécurité alimentaire des gens, puis la notion de ferme urbaine. ben, je sais qu'il y a des. Là, juste le projet de je me pars une compagnie, je fais de l'argent avec, que la production retourne à la communauté, des choses comme ça. Ben, oui, il y a des fermes urbaines qui sont plus d'économie sociale. Ouais. Fait qu'il y a cette partie-là aussi qu'ils ont. J'en pense à plusieurs qui ont même leur production agricole et pour leur popote roulante, qui est après ça donnée à des aînés ou des gens en besoin. Fait que oui, il y a différents, on a beaucoup parlé, oui, agriculture urbaine commerciale, mais il y a aussi l'aspect d'économie sociale qui vient avec, où là, il y a vraiment cet aspect de social, là, communauté, que ça soit par de la réinsertion professionnelle, mais aussi par, c'est ça, la popote roulante. OK, ben on fait des dons dans des banques alimentaires, etc. Puis je sais que même que certaines fermes urbaines qui sont vraiment purement commerciales vont aussi faire des dons, par exemple, à Moisson Montréal, parce que ça fait partie de leurs valeurs. OK, c'est bon, merci. Ouais. Il y a quelque chose qui s'en vient à Laval. À Laval, oui. Exactement ce que Madame vient de décrire, un peu sur le modèle de la CCHM, le marigot agricole.
À côté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou sinon on peut clore un petit peu plus tôt, mais vous pouvez profiter peut-être des conférencières pour poser vos questions en privé aussi. Tu sais, ça peut être ça aussi, là. Merci. Merci.